C'est parti, effectivement. Bon, nouveau séminaire de Penser la pandémie. On accueille Serge Morand et j'en suis vraiment très, très, très heureux parce que c'est un compagnon de route recruté au CNRS de longue date. J'allais dire hélas, à cause des longues dates, pas parce qu'il était recruté au CNRS, bien entendu, hein. Et on a des mentors communs, hein, notamment Claude Combes. Il faut le citer au moins ici. On a des gens qui ont pensé l'éco-épidémiologie avant qu'on parle de One Health, mais c'était quand même bien quelque chose qui ressemblait beaucoup. Et donc, on a poursuivi nos carrières parallèlement, lui brillamment, et il est maintenant en Thaïlande. Et donc, c'est devenu, avec de nombreux livres, un spécialiste justement des approches écosystémiques du parasitisme, mais pas seulement, aussi de la transmission des maladies infectieuses en général. Alors, je peux en dire plus, simplement, ben, Serge, à toi, hein, en 3 quarts d'heure à peu près si tu veux, et on se réserve 3 quarts d'heure après de discussion, questions assez libres. Eh ben, merci beaucoup, Patrick. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, on s'était retrouvés. Oui, c'est là, pardon. On s'était déjà retrouvés sur tes terrains. Donc, j'avais fait quand même quelques terrains en Franche-Comté, quoi, sur les campagnols, quoi. J'avais pu piéger des campagnols en Franche-Comté. C'est vrai que c'est pas hier. Et je remercie vraiment l'invitation et les organisateurs. Et je suis content de retrouver pas mal de collègues. Et puis, c'est la dernière fois, j'étais venu en Franche-Comté aussi à Besançon pour une HDR. Donc, c'était les années pré-Covid, quoi. Donc, et puis aujourd'hui, ben, je remets ça. Alors, ce que je voudrais vous présenter, c'est un peu ce que c'est que pour moi, enfin, comment je définis une social écologie de la santé, mais surtout mettre finalement en perspective et pourquoi en fait finalement on en est arrivé là dans une réflexion et des travaux, quoi. Et c'est vrai que avant 2020, je commençais souvent ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, c'est la diapositive que j'avais présentée quand j'ai fait mon séminaire à Besançon il y a quelques années, quoi. Donc voilà, c'était un peu toujours ça quand on présentait les épidémies, quoi. Et puis bah, maintenant, c'est vrai que ça a changé, hein. Il y a juste un peu plus d'un an, c'est loin, mais c'est ça, le 17 janvier, il y avait les papiers qui étaient sortis pour me dire qu'il y avait potentiellement 1700 cas à Wuhan, quoi. Et on regardait ça avec incroyable. Puis, bah, peu de temps après, une semaine après, on apprend que la Chine avait fermé déjà pas mal de lockdown, pas mal de villes avec 17 millions de personnes, quoi. Alors là, on s'est dit, ça, il n'y a que les Chinois pour faire ça, quoi. Ça, on fera jamais ça en Europe, quoi. Et puis, bah, finalement, on l'a fait, on le refait, et je crois que on le refait encore une fois. Et donc, on arrive maintenant finalement à j'ai pris ça juste là tout à l'heure, hein, 131 millions de personnes qui ont été infectées, presque 3 millions de morts maintenant, quoi. Donc, avec des questions, et c'est vrai, des questions qui me refont penser à deux choses qui vont me servir un peu d'introduction aussi. Un papier que j'avais écrit avec un collègue il y a 2 ans, 2018, où je m'étais déjà posé les questions sur finalement les épidémies, et j'avais comparé les valeurs individuelles. Ce n'était pas très dans le temps, quoi, de comparer les valeurs collectivistes par rapport aux valeurs individuelles, hein, qui peuvent être présentes dans les sociétés, quoi, et d'avoir testé si finalement les valeurs individualistes rendaient les sociétés pas plus sensibles au risque épidémique, et ce qui est effectivement le cas, c'est-à-dire que les valeurs collectivistes protègent mieux, quoi. Et puis un autre papier qu'on a sorti avec un de nos collègues pas tellement loin, hein, de Dijon, Gabriel Sorcier et Bruno Fèvre, on a essayé d'expliquer un peu les variations de mortalité dues au Covid dans les différents pays, alors avec tout un panel de stats, et surtout pour éviter un peu les facteurs confondants, mais un facteur de protection qui était relativement intéressant, c'est finalement le fait qu'on ait beaucoup de maladies infectieuses respiratoires qui semblent protégées. Donc, finalement, comme s'il y avait une protection immunitaire, hein, qui était due à des pathogènes de diversité, enfin une diversité en pathogènes. Ça, je trouvais ça relativement intéressant. Mais reprenons un peu le cours, quoi. Le cours, c'est finalement quelque chose qui m'intéressait depuis quand même pas mal d'années, quoi, avec sur ces émergences de maladies infectieuses, quoi, où d'ailleurs, Frédéric Keck nous avait fait l'honneur de faire la préface de cet ouvrage, qu'on avait fait avec ma collègue en édition des sciences sociales, Muriel Figuier, qui m'a appris beaucoup en termes de réflexion sur ce que c'est finalement ces risques, ce que c'est en fait les maladies infectieuses vu du côté
des sociologues, et surtout pour voir finalement, en reprenant des données, que quand on regarde, rien de nouveau, c'est-à-dire qu'on avait quand même une tendance vraiment sur les 60 dernières années, plus 80 dernières années, à avoir une augmentation du nombre d'épidémies, de maladies, tout confondu, quoi, et d'épidémies aussi de nouvelles maladies infectieuses, quoi, mais pas que. On avait vraiment cette. Alors, ça veut pas dire qu'il y avait une augmentation du nombre de cas, c'est une augmentation du nombre d'épidémies. Et puis surtout, avec quelque chose que vous remontrez qui est un peu intéressant, c'est que finalement, on a aussi, si on utilise on regarde le partage des maladies infectieuses et on fait une analyse de réseau de ce partage des maladies infectieuses et qu'on regarde la modularité, on s'aperçoit qu'on a une diminution de ces modularités, c'est-à-dire tout se passe comme si on a de plus en plus de ces épidémies, en fait, ne restent pas locales, mais se propagent rapidement. On a une sorte de globalisation des épidémies qui semble statistiquement se montrer à partir des années 60. Et tout ça, ben, c'est quand même pas loin quand même, et quand même pas mal associé avec l'augmentation du transport aérien, hein, que ce soit, ou du transport en général. Hein. Juste pour vous passer, en 1970, on n'était que 500 millions à prendre l'avion. En 2019, juste avant la pandémie, on était à 4,2 milliards à avoir pris l'avion. 1300% d'accroissement, quoi. Et en fait, c'était parti pour continuer encore bien, puisqu'on pensait doubler la flotte d'avions d'ici les 30 prochaines années, quoi. Donc, et ça, c'est pas complètement déconnecté de tout ça, quoi. Donc, mais est-ce que c'est tout ça de nouveau sous le soleil? Ben, pas tant que ça, quoi, parce que c'est vrai que là, c'est les historiens, puis tout l'ensemble nous dit, ben, c'est pas la première fois qu'on a eu des épidémies, des pestes, et surtout, c'est pas la première fois. Et une des premières choses qu'il faut voir, c'est quand même que la plupart de nos maladies infectieuses, oui, elles sont zoonotiques et viennent des animaux, mais elles viennent d'abord des animaux domestiques, c'est-à-dire quand on regarde pour tous ces animaux domestiques ou commensaux, hein, mammifères ou oiseaux, le temps depuis leur mise en commun, notre communauté de destin, soit parce que ce sont des animaux de rente ou des animaux de compagnie ou des animaux commensaux, des animaux apprivoisés, ben le temps qu'ils vivent depuis qu'ils vivent avec nous est complètement corrélé finalement au nombre de maladies qu'on partage avec eux et d'ailleurs qu'ils partagent avec les autres si on utilise la centralité. Ça veut dire que finalement, on a une sorte de communauté qui est forte. Alors, aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous ces animaux domestiques font des ponts avec leurs représentants sauvages. Donc, finalement, on a une sorte de communauté. Communauté de pathogènes, quoi, d'infections, de microbes, communauté aussi justement de microbiote, et certainement communauté de déterminants finalement de réponses immunitaires et profondément aussi en termes de génétique de l'immunité. Et ça, tout ça, c'est pas récent, quoi. Et ça s'explique bien. Hein. Je prends l'exemple qui a été retrouvé, qui a été reconstruit un peu plus récemment hein, sur la rougeole, hein, qui aurait réémergé vraiment à l'époque classique antique, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, et qui vient vraiment de la peste, pardon, des vaches, quoi. Donc qui a vraiment émergé, qui s'est complètement adapté aux humains et qui, d'après les reconstructions un peu historiques, hein, de l'épidémiologie un peu historique, ben, nous donne bien aussi cette migration avec les premières routes commerciales, avec les premiers échanges entre finalement une émergence qui serait du côté du croissant fertile et puis après qui aurait parti vers l'est et vers l'ouest tout au long finalement de ce qui deviendra après les grandes routes de la soie. Donc ce lien entre finalement ces grandes cités agrariennes, ces grandes civilisations agrariennes. Donc vraiment pas quelque chose de nouveau. Ce qui est vraiment nouveau, certainement, finalement, c'est la quantité, quoi, donc de gens, d'animaux, et surtout la rapidité, quoi, qui est importante. Et la quantité, ben, on le regarde, et c'est quand même important de la regarder, c'est cette grande accélération des animaux mis en élevage, parce qu'on a ça aussi. Si on regarde le nombre de vaches, ben, il y en avait moins d'un milliard en 1960, et maintenant ils sont à 1,6 milliard. Les cochons, c'était 500 millions, plus d'1,5 milliard. Les poulets, c'était 4 milliards, c'est presque 25 milliards. Donc tout est à l'avenant, c'est-à-dire qu'on a une augmentation énorme de tous ces animaux. Hein. Si je compare par rapport à la biomasse
des vaches est plus importante que la biomasse de tous les humains. Ça a été démontré aussi il n'y a pas très longtemps dans un papier de PNAS il y a 2 ans maintenant. Mais si on regarde, ça veut dire que le poids finalement de tous ces animaux est largement domestique, est largement plus important que le poids de tous les animaux sauvages. Et surtout, si on regarde aussi en nombre, le poids de toutes la volaille, sur le nombre de volailles est plus important que tout le nombre d'oiseaux sauvages. Ils sont en augmentation. Et sachant qu'en même temps, on est en train de perdre les ressources génétiques de tous ces animaux domestiqués qui ont été domestiqués, comme je l'ai montré précédemment, sur des millénaires pour certains. Et puis, sur une grosse perte en même temps, un impact fort sur la biodiversité. C'est le principal contributeur de perte de biodiversité, directement ou indirectement, et un lien fort avec les épidémies. Et on a en même temps aussi cette grande accélération des changements d'écosystèmes. Alors, c'était une question qui m'a été posée par des journalistes et par des collègues, donc je l'ai revisité avec une collègue. Est-ce que globalement, on a une relation entre déforestation, voire même reforestation, et aussi extension des plantations commerciales, type les plantations de palmiers à l'huile, avec les épidémies de zoonoses et de maladies vectorielles sur les 30 dernières années? C'est là que je peux remonter au niveau temporel pour avoir les données pour tout ça. Oui, il y a des fortes associations, assez fortes, d'ailleurs même aussi de reforestation, parce que souvent ce sont des afforestations monospécifiques. Et on a plein d'exemples comme ça, quoi, qui sont un peu distribués de partout, donc qui sous-tendent ça. Et même si on contrôle finalement pour la démographie, parce que ce qui m'avait été demandé, et ça montre que la démographie, c'est beaucoup plus complexe. La déforestation n'est pas due à la démographie, c'est plus complexe que ça. Et puis, c'est une grande accélération des pertes de biodiversité. Je vous donne il y en a plein d'exemples, mais simplement le dernier rapport du WWF, Planète Vivante, qui nous montre, et on regarde encore en Asie, chaque fois l'Asie, c'est un point chaud, ce qui explique pourquoi l'intérêt, quoi. Et si on regarde ça, j'avais repris ces données pour ce bouquin chez Quay qui est sorti il y a même pas un mois, donc avec Gwen Elvaux, François Motou et Elsa Jourdain. J'avais repris un peu les données où on voit deux choses intéressantes, c'est qu'on a une bonne relation entre le nombre de maladies par pays infectieuses, qui ont été connues, qui ont été répertoriées, un peu le fardeau historique, et le nombre d'espèces de mammifères et d'oiseaux, d'animaux sauvages, et une très bonne corrélation, ce qui est normal, parce que des maladies, c'est dû à des pathogènes, c'est dû à des microbes, à des parasites, et c'est de la biodiversité. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est que cette biodiversité en danger, c'est-à-dire quand on regarde la biodiversité en danger, et le point chaud, c'est l'Asie du Sud-Est pour l'instant, et qu'on prend finalement le nombre d'épidémies que je vous ai présenté avant, qu'on le corrige pour le nombre de maladies présentes, et ça, c'est complètement corrélé au nombre d'espèces en danger, mais relatif par rapport à la biodiversité. C'est-à-dire que finalement, cette perte de biodiversité, elle a l'air d'être corrélée avec la perte de biodiversité, avec le nombre d'épidémies, relatives d'épidémies. Évidemment, tout ça, c'est des corrélations, c'est pris entre pays, mais ça nous donne finalement du grain à moudre, ça nous explique, ça nous permet de se dire, finalement, quelle est cette relation entre la relation entre faune sauvage et faune domestique, et la transmission écologique qui est aussi qui doit être pris dans des territoires. Et est-ce que tout ça, ça ne nous dit pas que finalement, on perd de la biodiversité, on perd surtout tout ce qui est les principes de la biodiversité, c'est-à-dire les interactions et les régulations de prédation, de compétition sur les vecteurs et sur les réservoirs, de simplification des systèmes qui vont en fait favoriser les espèces généralistes, qui sont souvent des espèces synanthropiques. Est-ce que ça, finalement, ça ne favorise pas des débordements de cette faune sauvage, surtout vers les animaux domestiques ou les commensaux et l'amplification des humains? Donc ça, c'est un peu le point de base. Mais mon propos, c'est ça finalement, c'est en 2008, finalement, quand c'était un peu ça de dire, de toute façon, c'était un peu aussi la fatigue des conseils scientifiques et de tout ça, d'une façon de faire en France que je voyais se dégrader, dire, écoute, je repars comme chercheur de base, on part en Asie, c'est un point chaud de biodiversité, un point chaud de biodiversité en danger,
C'est un point chaud d'émergence de maladies infectieuses, mais aussi c'est encore toujours un point important de maladies tropicales négligées très fortes. C'est un point chaud de diversité culturelle, mais aussi c'est un point chaud de diversité, de diversité culturelle en danger. Donc c'était ça un peu ce lien, commencer à vouloir petit à petit se faire. Est-ce que finalement, d'abord, ma question, est-ce que les sciences de l'écologie et de l'évolution ont un mot à dire sur tout ça? C'était plus une vision finalement très biodiversité. Je me moquais un peu en disant que finalement, il n'y avait que la biodiversité qui m'intéressait et les humains ne m'intéressaient pas tant que ça, quoi. Jusqu'à temps que je trouve finalement les maladies, la santé des humains, et je m'intéresse de plus en plus aux humains, que je trouve finalement des animaux intéressants et qui sont attachants même, donc qui m'ont permis de continuer. Et finalement, c'est toute une série de projets. J'ai eu de la chance d'être financé par l'ANR. C'est vrai que c'est tout un ensemble. Je continue toujours quoi, sur des liens alors, qui sont très fortement associés à ce qui est déjà fait hein, je dirais à Besançon, donc autour finalement de ces approches par paysage qu'on développe et c'est la même façon qu'on remet ça dans une forte connaissance finalement de la diversité, donc avec diversité des rongeurs, diversité de tous leurs parasites, faire de l'épidémiologie, regarder ça dans le temps et puis travailler. Alors, c'était petit au départ quoi, avec les communautés, plutôt par le savoir écologique qu'autre chose. Et puis maintenant, de plus en plus, et c'est là que finalement, on a commencé à mettre ces liens entre changement des habitats, émergence, alors surtout avec les maladies associées aux rongeurs, et jusqu'à finalement un papier qui vient de sortir en début d'année où on a travaillé avec les Chinois de l'Académie de médecine de Pékin quoi, sur plus de 3000 rongeurs tissus insectivores que j'avais collectés avec mes collègues, enfin avec nos équipes thaï, cambodgiennes, laotiennes sur un peu plus de 10 ans, quoi, y compris d'ailleurs à Bangkok. Et ils ont fait le virome complet et on arrive à 500 000 virus. Donc là, on se pose la question, quoi, à quoi ça sert tout ça quoi, on pourra rediscuter, est-ce que c'est les bonnes approches moi, je doute que c'est intéressant d'un point de vue, je dirais, scientifique, mais peut-être ça ne nous répond pas à notre question d'aujourd'hui, qui est finalement mieux comprendre l'épidémiologie, mieux comprendre finalement la santé, et finalement redécouvrir la social écologie. Donc, la social écologie, elle est vieille. C'est finalement, c'est l'Allemagne. Hein, s'il y a toujours une école qui est là-dessus, hein, c'est finalement la rencontre de Karl Marx et des travaux de Justus von Liebig, qui était le fondateur de l'agronomie, y compris d'ailleurs de l'agronomie industrielle, qui se posait la question des sols, quoi, de fait qu'on perdait tous les nutriments des sols et que Karl Marx, finalement, sans mettre les termes dedans, montrait finalement qu'il y avait un problème entre l'économie des villes et l'organisation sociale des villes et finalement l'écologie des sols et du transport finalement vers les villes de la nourriture. Quoi. Donc ça continuait et ça continuait. Alors, je ne peux pas aller trop loin, mais je vais faire quelque chose d'ailleurs pour l'Allemagne plutôt sur ça, pour vous expliquer finalement comment ça fonctionne, plutôt par cette approche, je dirais, de métabolisme, hein, de métabolisme écologique et de métabolisme social. Quoi. Je vais partir plus aujourd'hui sur une approche plutôt qui s'est développée maintenant depuis presque 10 ans avec des communautés et des administrations locales dans le nord de la Thaïlande, proche de la frontière du Laos et en province de Nan. Hein, le Laos est à peu près ici, donc est sur un sous-district qu'on appelle un Tambun et qui en fait avec une administration, avec des dispensaires, enfin, surtout un dispensaire quoi, ce qui est plutôt important. Et après il y a quelques villages qui dépendent d'autres dispensaires quoi. Tout ça dans un district qui s'appelle Tawangpa et qui est lui à tous les départements santé, agriculture, etc. Et avec un parc national, où une partie d'ailleurs des villages sont dans le parc national, donc finalement des droits d'usage dans le parc. Quoi. Donc avec aussi potentiellement des conflits, mais des collaborations entre le parc, les communautés villageoises et l'administration en même temps, les administrations.
qui fait aussi réfléchir parce que finalement, c'est une réflexion qui s'est conduite en même temps que ces travaux, mais je vous la dis maintenant, c'est finalement, travailler son social écologie, c'est travailler finalement entre des préoccupations environnementales, de biodiversité, d'écosystèmes, mais puisque c'est de la santé animale, de la santé humaine, qui font référence à de l'éthique, différents types d'éthique, qui font référence finalement à des catégories aussi, et puis qui posent la question quand on travaille, et surtout quand je l'ai découvert ce que c'était le développement, parce que moi je fais du CNRS, quoi, donc on n'est pas là pour développer, on est là pour finalement faire de la recherche, se poser des questions, quoi. Mais finalement, ça a été aussi ma relation avec les gens du CIRAD qui, eux, font du développement, quoi. Donc, des fois, je me moque d'eux en disant, est-ce que vous faites aussi de l'ingénierie sociale, quoi. Ça, ils n'aiment pas trop. Mais finalement, c'est aussi de se poser la question d'un point de vue scientifique, sur le pluralisme scientifique, surtout quand on travaille avec des gens des sciences sociales, avec des médecins, avec des vétos, c'est pas du tout les mêmes, je dirais, les mêmes cadres scientifiques, et avec des sciences de l'environnement aussi, des mêmes cadres éthiques, les mêmes valeurs, et c'est encore plus aussi quand on travaille avec des communautés, avec des administrations qui n'ont pas non plus les mêmes cadres de valeurs, et tout le monde aussi a des responsabilités et un sens des responsabilités. Donc c'est un peu une réflexion qui est toujours derrière, qui a servi finalement à améliorer les projets. Donc sur ça, c'est de 2018 jusqu'à 2022 maintenant, on va continuer 2021, puis on va continuer, hein, avec des nouveaux projets maintenant sur les chauves-souris, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler trop, ce sera peut-être plus en discussion, mais qui ont été sur le départ, comme je disais, vraiment des aspects liés aux rongeurs et aux maladies liées aux rongeurs. Donc finalement, on avait peu d'interactions un peu avec les dispensaires, mais pas tant que ça, mais surtout finalement avec les chasseurs. Donc, qui en fait, on travaillait avec eux, parce que moi aussi, j'étais un chasseur, quoi. Donc, pas un très très bon chasseur, quoi, mais un chasseur, des fois, même, j'arrivais à attraper des choses, c'était, voilà, donc c'était étonné même. Mais en fait, j'ai appris surtout pas mal, on a appris pas mal de choses, finalement, ensemble, les deux, quoi. Et puis, on a petit à petit, finalement, plus, parce que la demande aussi des communautés, des dispensaires, finalement, on a commencé à travailler sur tout un ensemble de projets, et des projets maintenant, certains comme par exemple les pesticides, qui sont des demandes à eux, mais on a des projets sur les antibiotiques, sur les chiens, on est sur les poulets, donc fort de la biodiversité. Donc je vous ai présenté un peu tout ça, et finalement du cadre maintenant qui ressort finalement sur ce ressort-là, quoi. C'est la liste des projets qui sont là. Il y en a deux autres projets nouveaux maintenant, comme je disais, comme les chauves-souris, hein, spillover, débordement entre chauves-souris humains, faune domestique et faune sauvage aussi. Mais toujours, c'est finalement cette relation où finalement on récupère de différentes données, quoi. Finalement, on a des données, ça c'est toujours important. Finalement, c'est quelles données qu'on veut faire et pourquoi, pour quelles questions et comment les représenter, quoi. Il y a toujours un design, technique, hein, et derrière, finalement, bah, tout ça, ça ne peut se faire que s'il y a un engagement communautaire et un engagement des scientifiques et des administrations, c'est ce qu'on va avoir. Et puis finalement, ce que j'ai toujours refait puis maintenant, c'est de faire un réseau finalement des porteurs d'intérêt, quoi, qui sont aussi bien les scientifiques, je ne vais pas représenter là, mais qu'on a à côté, qui sont de différentes origines, de différentes choses, et finalement avec une organisation provinciale, de département, la police, la forêt, l'agriculture, la stock, la santé, des dispensaires et des hôpitaux, une administration locale avec ce qu'on appelle un tamboun, et qui a des officiers, qui en fait qui a évolué dans la réforme de Thaksin, c'est toute la Thaïlande dans un tamboun, quoi, hein, finalement dans une représentation là qui n'a que 8 villages, mais avec une assemblée qui se réunit toutes les semaines avec un chef de tamboun qui est un des élus des chefs de village, tous les chefs de village, les représentants des représentants des volontaires, je vous expliquerai ça, et les représentants de tous les départements. Ils se réunissent, ils discutent finalement de toutes les attributions qui sont nombreuses, y compris la santé et la culture, mais aussi l'agriculture, le développement, donc pas mal de choses, pas les parcs nationaux, parce que les parcs nationaux, eux, sont dépendants directement de l'État. Donc, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un des problèmes
un peu de conflit d'attribution sur le territoire, quoi. Et puis, il y a finalement comment ça se passe un village. Il y a un chef de village qui est élu et puis il a ses représentants et il a tous les volontaires qui sont faits. Donc, il y a des volontaires de la santé. Donc, il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a 1 300 000 volontaires de la santé qui sont là pour faire les liens. Il y en a même dans les districts de la ville de Bangkok qui sont liens pour faire le lien entre les gens de la communauté, quoi, et les chefs de la communauté et l'administration et les hôpitaux, quoi. Ils sont formés, ils font des trucs, ils font de l'éducation, donc c'est important. Et on a la même chose en agriculture. Et là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a aussi des volontaires qui travaillent, qui sont des sortes de para-rangers, qui sont des volontaires pour le parc national et qui font des patrouilles de suivi de ce qui peut se passer finalement sur les arbres, sur les feux, tout ça, et qui patrouillent donc au profit. Ils prennent avec leur smartphone, ils prennent des photos, ils les envoient donc en temps réel. Ils travaillent. Donc ça, j'ai découvert ça il y a un mois, il y a presque 2 mois. C'était tout à fait nouveau. Donc comment ça se passe finalement? Alors ça aussi, ça a supposé qu'on a développé un land use, land cover de qualité, surtout avec des aspects importants qui concernent des nouvelles plantations sur les EVA ou le tech qui sont en progression sur les changements d'usage qui peuvent être faits finalement en temps réel maintenant. Donc ça, c'est vraiment des grands merci à mes collègues CIRAD et IRD là-dessus et on peut les refaire en temps réel. Puis moi, j'ai pu faire un peu des classifications, tout ça, je suis très content parce que finalement, ce land use, je retrouve exactement les classifications qu'on fait entre lowland et upland, donc entre les zones basses et puis les zones hautes et les différents types d'agriculture. Donc on le trouve bien, quoi, on est content. Un diagnostic hydraire qui a été fait par mes collègues, encore une fois, du CIRAD et puis de l'IRD et du Laos, donc avec un très bon botaniste laotien, Boun Samay. Donc on travaille pas mal, qui ont fait un peu ce diagnostic agraire, cette relation dans le temps et aussi dans l'espace. Et puis il faut aussi la diversité des plantes et des plantations, donc qui nous permet finalement, et puis pas mal de discussions qu'on était autour avec finalement les pratiques agricoles et l'évolution de ces pratiques agricoles. Avec notre collègue de l'IRD qui a fait aussi un peu tout ce qui était finalement les sols, l'érosion, donc un peu de santé des sols, d'eau, de ruissellement et d'érosion, et finalement qui a une forte influence en termes aussi de qualité des sols, mais aussi en termes potentiellement de santé pour les habitants. Et puis alors tout un groupe où on a travaillé depuis pas mal de temps, et avec les communautés aussi, et avec des tas de collègues de Taïwan, des Catalans et autres, donc sur un peu tout, les rongeurs, les poissons, les grenouilles, les chauves-souris maintenant, et les animaux domestiques, hein, donc les races, les chiens, les poulets pour différents trucs, et puis un peu de soundscape que je fais de plus en plus, quoi, plutôt pour caractériser finalement l'anthropophonie. Donc, pas mal de données qui ont été faites, parce qu'on a fait par exemple des récoltes de tiques et tout avec eux, donc on va faire aussi un tick day, quoi, pour travailler, parce qu'il y a une très forte exposition des gens aux rickettsiosis et il y a des maladies aux tiques, quoi, même s'ils ne sont pas finalement très, très malades, quoi. Donc comment ça se passe? Voilà, si on part sur un des exemples, le projet qui avait été initié sur tout ce qui était les foodborne diseases, hein, tout ce qui était en fait les transmissions par le foodborne, par l'eau aussi, quoi. Donc qui s'est fait autour de gens plutôt de l'université de médecine tropicale de Bangkok, et puis avec donc déjà il y avait un peu cet engagement, tout ça qui s'est fait, quoi, avec un réseau qui était local, qui suppose de faire je veux dire, des protocoles, quoi, qui sont acceptés, qui vont se faire valider, notamment dans ce cas-là, surtout avec le dispensaire et l'hôpital, quoi, et le département de la santé, évidemment avec des comités d'éthique. Et puis voilà, on a pu faire tout un ensemble de données, d'ailleurs avec le microbiome et tout, de problèmes parasitaires, des choses comme ça. Et puis finalement, jusqu'après, que c'est complètement repris, c'est pour ça le comité d'engagement, complètement repris par le dispensaire pour lancer une sorte d'éducation à la santé, et on a retesté les gens. Donc, on était content jusqu'à temps qu'on refasse, donc ça c'était en 2012, et qu'on refasse en 2018
la même analyse, mais sur 8 villages, et de s'apercevoir qu'il y avait plutôt une augmentation du nombre de cas et de l'importance des maladies foodborne disease. Donc, finalement, ça permet aussi de retravailler, ça a été la surprise pour le dispensaire, de retravailler finalement leur méthode d'éducation à la santé. Bah, peut-être qu'il faut encore plus les retravailler, de faire ça différemment, y compris d'ailleurs la façon dont la santé communique et les médecins communiquent, quoi. Plus récemment, donc, c'était autour du gros problème des antibiotiques, et donc on a eu un projet qui s'est fait entre l'Italie, la France, la Suisse, et donc de l'université de médecine, la faculté de médecine de Bangkok, Maïdol, et puis la faculté de médecine vétérinaire de Cassel-Sarthe, qui là était plutôt sur l'usage des antibiotiques, aussi bien humains qu'animaux, sur finalement le partage des gènes de résistance chez les animaux d'élevage, chez les humains et chez la faune sauvage, c'était les rongeurs, quoi. Donc, et sur un gradient finalement écologique, hein, donc latitude de finalement lowland, upland, mais aussi sur un gradient d'intensification du farming, petite ferme et grosse ferme, quoi. Donc là, c'est beaucoup de génétique, beaucoup de choses, de questionnaires, quoi, et de retours, quoi. Là, par contre, ça devient un peu plus difficile, finalement. Là, on a vu ce projet est difficile à finalement parler, parce que les antibiotiques, finalement, c'est pas parce qu'on en prend qu'on est malade, quoi. C'est l'impact des antibiotiques, il est plus complexe, il se situe à cette interface entre faune sauvage, faune domestique, enfin surtout faune domestique et humain. Il est aussi finalement des conséquences qui est plutôt des conséquences sur la communauté, quoi, sur l'augmentation de l'antibiorésistance généralisée, des bactéries multirésistantes. Mais finalement, est-ce qu'on se met à un risque nous-mêmes? Non, on met un risque potentiellement aux autres, quoi. Donc ça, c'est plutôt difficile à communiquer, quoi. Et là, on est en train de réfléchir directement avec le CDC, le ministère de la Santé publique, finalement, comment travailler sur ce sujet important, qui est un sujet One Health, de l'antibiorésistance, et on verra comment il se retrouve ailleurs juste après, quoi. Alors évidemment, on a fait aussi des choses qui étaient plus sur des vecteurs. Alors je vous verrai juste un peu les vecteurs qui étaient notamment les acariens, et sur comment ces acariens, enfin, et puis finalement ces acariens qui transmettent enfin, qui sont vecteurs et réservoirs, notamment de Rhodantsia tsukamichi, donc l'agent du typhus des broussailles, quoi, pour découvrir aussi que les oiseaux, et notamment les oiseaux domestiques, sont aussi des bons réservoirs, pour découvrir que les oiseaux sauvages, les oiseaux migrateurs, sont aussi des bons réservoirs. Donc finalement, c'est de travailler sur une autre forme de transmission, mais en travaillant sur ces acariens qui sont encore peu connus, dont l'écologie finalement est encore bien peu connue, donc essentiellement avec le ministère de la Santé publique aussi, et avec aussi une grosse importance sur une caractérisation de l'écologie pour les formes libres de ces acariens, puis développement aussi de barcoding et autres techniques pour une identification à la fois de l'acarien et aussi potentiellement de la bactérie dedans. Développement aussi de choses alors, qui étaient intéressantes, plus récentes, sur les chiens. Ah bah pourquoi les chiens? Parce que les chiens, c'est une bonne façon, parce que les chiens, les gens, ils aiment pas quand leur chien est malade, quoi, mais ils sont pas forcément une bonne pratique du bien-être de leur chien, quoi. Alors là, ils ne battent pas, mais du bien-être, je dirais, de santé, quoi. Et donc, c'est un projet qui a été porté par Michel Degarine, un collègue CIRAD, et avec des étudiants alors, vietnamiens, et puis ça se touche en Indonésie. Puis l'idée, finalement, c'était de tester, donc avec tout le monde, tester les chiens, prendre pas mal d'essentiels, y compris le microbiome, récupérer tous les ectoparasites, travailler aussi sur les trucs, mettre des colliers sur les chiens se baladent, donc là c'est en train d'être analysé, ça va être continué encore, et puis finalement de remettre ça sur comment les chiens vont aller explorer différents types d'endroits, et puis finalement comment ils évoluent en termes de santé, comment ils évoluent finalement en termes de relations avec l'environnement, quoi. On a la même chose, pardon, sur les moustiques, où on a fait, et mes collègues travaillent même aussi sur des aspects très, très génétiques et tout, émergence et tout, mais il y a aussi des aspects qui sont très de
finalement de connaissances et de contrôle, parce que finalement, il y a un contrôle que j'explique pour les moustiques, c'est la santé communautaire, c'est ça. Finalement, s'il y a un cas de dengue dans le village, ou un cas de lepto d'ailleurs, mais s'il y a un cas de dengue, finalement, qui est déclaré parce que la personne n'était pas bien, il a été au dispensaire et à l'hôpital, confirmé, le chef du village, le dispensaire et aussi le volontaire du village est informé, et tout de suite, il va y avoir des annonces qui vont être faites dans le village pour tout le monde, disant attention, il y a un cas, on ne note pas qui, si tout le monde sait, quoi. Mais voilà, et on répète finalement, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, bah, attention, faut faire attention aux moustiques, faire attention, retournez les gobelets, regardez, protégez-vous, remettez-vous. Donc finalement, il y a toute une vision communautaire de la santé sur qu'il faut en fait protéger s'il y a une maladie infectieuse, transmissible directe, la communauté directement prévue. D'ailleurs, comme ça s'est passé pendant le tout démarrage du Covid-19, où tous les matins, on avait une répétition par le chef du village des consignes, de ce qu'il fallait faire, des isolements, de tout ça, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder évidemment comment ça se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qui va bien. Et ça, c'est finalement 5 sites qui s'y intéressent beaucoup. Et je finirai donc avec celui-là qui était plutôt une demande directe alors sur les pesticides. Donc les fermiers, ça retournait sans arrêt, parce qu'on avait fait une enquête aussi avec des gens de sciences sociales. Et la question sur la santé, ce n'était pas les maladies infectieuses, c'était bon, d'une part les maladies liées au travail finalement de l'agriculture, hein, les maux de dos et tout ça. C'était aussi, aussi des questionnements, il y a pu, on verra après, mais il y a un vieillissement, il y a de moins en moins d'enfants, et les enfants ne vont pas reprendre des terres avec des difficultés agronomiques en plus de déboucher, quoi. Et il y avait cette question des pesticides, en disant, bah, on utilise trop de pesticides, est-ce que c'est mauvais pour notre santé, sachant qu'en même temps, le département, le ministère de la Santé publique commençait à mettre des annonces sur le glyphosate, quoi. Donc on a démarré plutôt par ces villages, et puis il y avait une étudiante qui m'a dit à Darrois, qui m'a dit qu'il voulait faire un stage. Donc, alors je dis, bah, moi, un stage, je n'aime pas du tout les stages enfin, dire, à la française, parce que c'est trop rapide, il faut que tout soit fait. Il dit non, non, mais c'est un stage complètement volontaire, je peux faire ce que je veux. Bah, il dit, bah, c'est super, vous venez, et puis vous allez faire voilà, un peu faire ce que vous voulez. Et puis donc, avec un autre étudiant, Song, j'aurais dit, bah, pourquoi pas, il y a cette question, est-ce que vous voulez voir un peu comment faire un peu du côté participatif, de cartographie participative. Je les ai mis en contact avec deux sciences sociales. Et puis ils ont commencé à démarrer et ça a été, alors j'en suis pas revenu, donc ça a été très fort avec cette cartographie participative par les gens, donc directement, enfin uniquement sur 3 élevages, quel type de production elles sont faites, quel type de pesticides, c'est assez un peu important, tous les pesticides qui sont utilisés, quoi. Et derrière, finalement, parce qu'on avait déjà fait des trucs, on avait pu récolter pas mal de sang, et c'était finalement, ça tombait bien, quoi, avec un nouveau truc. On a pu tester l'exposition de toutes ces personnes au glyphosate, et avec des questionnaires, sachant ce qu'ils faisaient exactement, et aussi l'exposition au glyphosate de pas mal d'animaux sauvages et domestiques, quoi. Donc, je présentais. Donc, c'était quelque chose qui était relativement bien. Donc, avec cette cartographie participative, avec finalement aussi tout ce questionnement sur les connaissances des fermiers qui connaissent parfaitement les différentes plantes, qui savent très bien ce qu'il faut faire et tout ça, quoi. Et puis avec cette exposition au glyphosate qui était assez impressionnante, alors, y compris sur les chiens. Alors les rongeurs, c'est essentiellement les rongeurs des maisons et des champs, hein. Les rongeurs des forêts ne sont pas exposés du tout au glyphosate, hein, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis alors les poissons, c'était quand même quelque chose. Donc c'est vrai que ça a fait, ça fait vraiment pas mal réfléchir, quoi. Donc tout le monde, quoi, sur ce genre de choses. Ça a tombé au moment donné où la Thaïlande avait voulu euh, interdire le glyphosate. Alors par contre, ça a été vite réglé, quoi. D'une part, il y a la Commission européenne qui a directement fait son impact, y compris d'ailleurs les représentants du ministère du Trésor des Finances français, donc agriculture
en Thaïlande qui nous ont demandé en quoi, finalement, sur quelle base scientifique les Thaïlandais pouvaient interdire le glyphosate, quoi. Mais en fait, c'est Trump qui a eu le dernier mot. Trump a dit aux Thaïlandais, vous interdisez le glyphosate, ben voilà, c'est 150 à 200% d'augmentation sur les taxes d'importation des produits thaïlandais. Donc ça a calmé tout de suite, ils ont arrêté, ils ont reporté quoi, cette interdiction. Mais il y a eu en fait, juste cette année, 2 interdictions qui ont été mises, chlorifos et puis paraquat, qui est une très bonne chose. Donc on a redémarré finalement, pour finaliser un peu ça, ce qu'on appelle une démarche knowledge cap, de quelles sont les connaissances, les attitudes et les pratiques par rapport finalement aux pesticides, pesticides et santé, pesticides agriculture et puis futur. Et ça, c'était quand même intéressant. Je vous livre que ça parce que ça va nous permettre de conclure là-dessus. Alors d'une part, enfin, moi je trouve que c'est fantastique, c'est c'est facile, enfin, de dire il y a vraiment une capacité de te poser des questions, y compris les fermiers, quoi. Et finalement, déjà une première chose, c'est finalement ils se posent quel futur. Pour eux, 50% pratiquement de tous ceux qui ont répondu dans tous ces questionnaires, fermiers vraiment, se disent ben, finalement, nos enfants, c'est sûr, ils ne vont pas reprendre ce travail, quoi, pour plusieurs raisons d'agriculture, quoi, pour plusieurs raisons, quoi. Et puis, ils sont pas contre, loin de là, d'interdiction des pesticides et des insecticides, herbicides, insecticides, mais par contre, ils veulent évidemment de l'information comment faire, c'est-à-dire, ils veulent une information qui soit quelles alternatives, donc ça veut dire que là, il faut impliquer vraiment l'agriculture, département d'agriculture, mais qui ont effectivement des projets, et des 22%, c'est justement sur les effets de la santé. Ils voient bien qu'il y a des choses, mais ils veulent comprendre encore un peu plus, quoi. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est un engagement communautaire et une éducation par la communauté. Et ça, finalement, c'est quelque chose que je découvre avec cette santé communautaire, c'est ce sens de la communauté. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, il y a des compétitions individuelles, il y a le marché, il y a tout ça, quoi. Mais considère que ça, c'est quelque chose qui doit se régler par la communauté. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas simplement que de l'individuel. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fort, qui repense un peu ce que je vous ai posé comme question sur les valeurs individuelles et les valeurs collectivistes ou communautaires donc, des gens, quoi. Donc pour finir, bah, c'est ça qu'on est vraiment dans un endroit où finalement on est toujours entre cette phase où on va construire un projet technique, on va faire un réseau, on va construire, on va faire les marches éthiques et puis on va essayer de récupérer les données, les traiter, les sauver, on va reprendre ça et les représenter au mieux. C'est-à-dire, et je pense que c'est vraiment ça, de développer l'écologie sociale, la sociale écologie, la santé. C'est finalement formuler un problème, mais qui peut être formulé par différents acteurs. Et après, on doit arriver finalement à le problématiser, c'est-à-dire qu'on appelle un scoping, un framing en anglais, quoi, pour ensemble, c'est-à-dire finalement quelles questions on va arriver à répondre ensemble, ce qui ça va nous permettre de réfléchir vraiment à un protocole et à son implémentation. Donc tout ça, c'est avec un engagement finalement de tous, alors de la communauté, des riverains, mais des administrations en même temps, qui est super importante. S'il n'y a pas les administrations, ça ne sert à rien, quoi. C'est des projets qui ne servent absolument à rien, on part et c'est fini, quoi. C'est pas dans le timing, quoi. Et puis là-dedans, évidemment, on va avoir tous les aspects d'éthique, d'engagement, et ça, après, c'est les réalisations, les améliorations, et finalement, c'est là où ça devient un autre enjeu qui est important, c'est finalement comment on va communiquer, quoi. On voit que, par exemple, certaines communications, ça ne marche pas, quoi. L'éducation justement, sur on ne va pas manger du poisson cru parce qu'on peut attraper des parasites, ben ça ne marche pas, ils le savent parfaitement. Ce n'est pas comme ça qu'on va régler ça. Si c'est un problème de santé, il va falloir finalement savoir mieux communiquer des valeurs différentes, des savoirs différents, les partager pour finalement se trouver des recommandations communes qui concernent un peu tout le monde, un engagement finalement, y compris d'ailleurs des scientifiques, quoi. Et tout ça aussi finalement qui est un peu plus pour imaginer des futurs, quoi. Finalement, c'est quoi les futurs? C'est quoi finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Ça concerne aussi encore tout le monde, les administrations comme les personnes, les communautés, comme des scientifiques. Là, les choses, finalement, c'est peut-être ça maintenant que les questionnements, quoi. C'est
est-ce que finalement tout ça, on peut construire par rapport à quelque chose qui serait un peu orthogonal, qui est présenté jusqu'à présent, que je peux plus supporter, c'est-à-dire de ne parler que de biosécurité, de biosurveillance, quoi. Est-ce que finalement on peut s'attaquer aux causes des épidémies, aux causes, c'est-à-dire finalement à travailler sur la résilience des écosystèmes, la résilience des agro-écosystèmes, une résilience sociale, économique et une résilience sanitaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut finalement travailler sur une santé des écosystèmes et sur des solutions qui soient finalement inspirées ou basées sur la nature, quoi. Alors, je pense qu'on a des exemples. Le plus bel, c'est de dire bah, quand ça se dégrade, c'est pas bon, quoi. Donc, je pense que c'est un beau travail qui a été fait en 2018 par nos collègues sur les données du Cambodge, où on voit bah, quand on dégrade le système forestier, ben, on dégrade la santé. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas parce que les gens sont peut-être, ils peuvent être aussi plus exposés, plus sensibles. Il y a aussi du stress, il y a aussi des tas de choses qu'ils considèrent. Il y a du bien-être qui est important. Pour ça aussi, un peu, je fais du soundscape. Hein, ça me permet aussi d'avoir une idée finalement du bien-être sonore et du mal-être par le bruit, quoi. Et finalement, c'est de regarder de façon un peu plus intégrée ça et de travailler un peu plus à intégrer cette santé dans un cadre pas forcément que physique, mais une santé finalement de bien vivre. Et comme finalement, c'est basé sur les liens sociaux et les liens entre les humains et les non-humains, quoi, qui soient aussi bien de service que sauvages, quoi. Donc, c'est vraiment une question, et ça, je me rejoins complètement avec des questions que se pose Besançon, hein, de l'équipe depuis des longues années. C'est quels sont finalement des paysages qui marchent, hein, finalement, comme dirait Kremen et Marolander, pour la biodiversité et les gens, quoi, qui marchent aussi pour la santé. Et c'est peut-être la meilleure façon de répondre aux objectifs du développement durable, aux objectifs post-Aichi et finalement à des objectifs post-Covid-19 plutôt que de renforcer la biodiversité et la surveillance, quoi. Donc, ma conclusion, c'est vraiment ça. Il faut vraiment sortir des crises. Donc, vraiment mettre une santé ou d'autres formes vraiment pratiques. C'est finalement, et voilà, je finis juste, et j'ai fini. Hop. C'est finalement de faire ce lien entre une santé planétaire que j'ai pas beaucoup, peut-être par des approches de systèmes de services écosystémiques, mais finalement de baser que finalement si on travaille sur une santé des écosystèmes, des environnements, c'est la contribution essentielle pour avoir des communautés et des individus en bonne santé et des animaux et des plantes hein, en bonne santé. Donc c'est peut-être ça, et ça veut dire aussi qu'il va falloir travailler vraiment sur l'intersectoralité et puis certainement développé maintenant plutôt par des approches basées sur les paysages, sur la nature, sur les écosystèmes pour une santé des communautés. Et je vous remercie, ça faisait juste 45 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Je vais rouvrir ici le micro de Patrick. Et puis, je crois qu'il y a déjà une main. Ah, c'est Patrick lui-même. Je vais tout de suite lui donner la parole. Bon, comme d'habitude, c'est le bavard de service. Hein. Bon, Serge, écoute, c'est fantastique parce que finalement, on a cheminé parallèlement, mais de façon très convergente, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ouais, voilà, ça existe en évolution. Hein. Ça existe en évolution. Bon, mettons. Ce que je vais te demander, est-ce que tu as sûrement entendu parler des zones ateliers en France, non? Est-ce que tu as déjà participé à des activités dans ces zones ateliers ou pas? Pas vraiment, non, pas vraiment, non, pas vraiment en France, pas vraiment. Parce que Après, ouais. Mais quand en fait, j'écoute, j'ai suivi un petit peu celle qui était en Nouvelle-Aquitaine, quoi. Donc, d'accord, où en fait, il y a le démarrage, et puis j'avais participé à une expérience justement en Nouvelle-Aquitaine sur l'implémentation par scénario, par intelligence collective du One Health en Nouvelle-Aquitaine, quoi. Donc, d'accord. ouais, c'est plutôt indirect finalement. C'est pas de pratique de terrain, quoi.
Alors, je vais reposer ma question à l'envers. Finalement, ce que tu nous montres, qui est d'une complexité extrême au plan organisationnel, est-ce que la Thaïlande a un cadre, j'allais dire, quasi bureaucratique pour le faire, ou est-ce que tu le fais directement avec les acteurs et que ça ne pose finalement pas de problème? En fait, il y a une. Alors c'est marrant parce que ce sont c'est pas des pays d'ailleurs comme Singapour, hein, c'est pas des pays franchement totalement démocratiques au sens que nous on met derrière le côté démocratique, quoi. Mais où par contre il y a une vie importante aux échelles locales, quoi. C'est-à-dire il y a une véritable démocratie, une véritable participation. Il y a vraiment donc les approches participatives, on la trouve d'ailleurs au Laos aussi, quoi. Elles sont très très installées, quoi. Donc, c'est une façon de faire. C'est pas forcément dire qu'on va les écouter, hein, attention. Hein. Ça peut très bien aussi, finalement, on le voit, on fait et puis on n'écoute pas non plus hein, ce qui est finalement ce qui vient. Quoi. Donc, finalement, ça vient à la base. Et voilà, pour raconter comment ça s'est passé pour les chauves-souris qu'on a en place, c'est ces nouveaux projets. Débordement finalement l'étude c'était par mes collègues qui sont très virologues chasseurs de virus plutôt donc IRD et puis universitaires et donc il faisait ça au Laos et au Thaïlande, quoi. Et je dis, bah, oui, c'est intéressant, mais faut pas faire que ça, quoi. C'est-à-dire, il y a des questionnements forts, c'est-à-dire sur l'émergence, y compris locale. Les gens se posent des questions, donc il faut qu'on travaille évidemment avec eux, quoi. Et donc, on a présenté un peu le projet, parce qu'on savait qu'il y avait une grotte aussi dans un de ces villages avec pas mal de chauves-souris, que les gens récoltent un peu de guano. On découvre tout ça et puis on en parle un peu et tout de suite, il y a une prise en main, quoi. C'est-à-dire que le dispensaire, on a parlé au département de la santé qui a dit ah ben nous, ça nous intéresse, on veut que vous testiez, on veut tester les gens, quoi. Et donc, c'est nous qui allons porter le comité d'éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'université Thaï, c'est directement la santé locale et par le ministère de la Santé, quoi. Les parcs nationaux, on en a parqué. Il nous a dit, bah, nous, ça nous intéresse, qu'on veut regarder aussi la santé des chauves-souris, quoi, parce que ça nous intéresse, quoi. Et nous, on fait directement le papier pour que ça avance rapidement vers le département des parcs nationaux en Thaïlande, quoi, à Bangkok. Alors, ça tombe bien parce que, comme j'ai déjà eu des projets, ils me connaissent, je suis dans les bases de données. C'est vrai que ça fallait si vite, quoi. Donc, finalement, il y a quelque chose qui, l'engagement communautaire fait que ça se déroule très, très rapidement, quoi. Très rapidement, quoi. C'est quelque chose de remarquable. On a accès à des données relativement facilement, mais basé sur la confiance, c'est long, quoi. Et là, j'ai découvert un peu finalement que j'ai quitté l'écologie de terrain pour qui était trop rapide, pour être un peu plus de social écologie, c'est-à-dire plus influencé par nos collègues anthropologues et sociologues c'est pas du jour au lendemain, c'est du long terme. Il faut être sur le terrain, il faut y aller souvent, faut avoir la confiance, il faut prendre son temps, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai appris, quoi. Donc, ce que je continue d'apprendre, notamment en discutant beaucoup avec Frédéric, par exemple. Il y avait une question de Dominique Alors, que je relais qui était dans le chat. Qui est super intéressante, ouais. Là, je la vois sur donc là, Dominique, bonjour, qui pose un peu toutes ces questions sur finalement sur d'autres pathologies. Alors oui, ça commence ça commence à monter. Pas encore beaucoup, quoi, sur les maladies auto-immunes. Alors, c'est surtout, enfin, si, il y a le diabète. Le diabète, ça, c'est vraiment avec un changement des régimes alimentaires qui commence à monter fortement, fort. Des cancers, ça commence à arriver. Donc, c'était un peu la peur aussi avec le glyphosate et tout ça, quoi. Et puis avec des problèmes, quoi. Donc, plutôt par ça, quoi. Les maladies de type respiratoire, par exemple chroniques, sont encore faibles. Donc, on n'a pas encore, mais on commence à le voir, quoi. Tu vois. On commence à voir finalement dans les enfants des villes, commencent finalement à développer de l'asthme, quoi. Oui, on commence à avoir. Mais les données, par contre, sont encore peu renseignées. En fait, on peut les avoir, mais il faut les avoir directement à l'échelle des dispensaires. C'est-à-dire que, par exemple, les dispensaires, il y a d'ailleurs, il m'avait donné, vous pouvez les avoir, enfin, évidemment, parce que la confiance, il y a un cahier pour chaque famille et il y a tout, quoi. Donc, on sait tout. D'ailleurs, on sait aussi si l'enfant il a été testé parce qu'il avait fumé de la ganja ou si il avait pris des piles, quoi. Donc, c'est drogué parce que ça, il y a des tests réguliers dans les écoles, quoi. Tout ça, c'est considéré, on peut tout avoir, quoi. Les gens qui se plaignent, les maux de dos, tout ça. Donc, finalement, on peut les avoir, mais c'est pas
je dirais, remis de façon dans les bases de données de la santé publique. C'est pas encore sur le radar, mais ça va y être. Oui, moi, ce qui m'intéressait, c'est évidemment en lien avec ce qu'on fait sur les relations entre l'environnement de la ferme, plutôt quand on quitte l'environnement traditionnel, entre guillemets, et l'émergence, en particulier des maladies allergiques atopiques, parce que finalement, c'est des maladies globalement relativement bénignes, même si de temps en temps, il peut y avoir des problèmes graves, mais qui, dans certains milieux, ont augmenté tellement vite qu'on s'en est vite aperçu. Parce que c'est vraiment des pathologies très typiques comme l'asthme, comme le ptytaire, comme l'allergie alimentaire, des choses comme ça, qui n'existaient vraiment pas avant. Or, une des rares études par le passé, à l'époque on disait pas des cohortes, mais des études transversales, une des rares études qui n'avait pas retrouvé l'émergence justement de ces pathologies par l'abandon de la vie traditionnelle était au Vietnam. Et donc, je me demandais si les choses avaient changé, si en fait, quand ils ont fait l'étude, c'était trop prématuré quelque part et que ça n'avait pas pu encore vraiment émerger. Et donc, si on peut suivre ce qui se passe, et comme vous avez une base de données fabuleuse sur tout l'ensemble, y compris les microbiomes et tout ça, c'est vraiment l'occasion de voir aussi ça, si c'est possible. Si les données sont recueillies, évidemment. J'espère qu'elles seront recueillies parce que c'est sûr que c'est en train de faire. Donc, on voit bien d'ailleurs avec des changements dans le microbiome qui commencent à s'observer parce qu'il y a quelques études. Donc, alors pour l'instant, il y a quand même près de 50% des personnes qui vivent en ville, en campagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont encore en campagne. Il y a des enfants qui sont élevés d'ailleurs par les grands-parents en campagne, Mais ça va changer complètement dans les 20 dernières années. Puis avec les changements des régimes alimentaires, donc on va avoir explosé ça, Ça, c'est clair. Oui, puis même à la campagne, si vous voyez se modifier les habitudes d'agriculture, et tout ce qui va avec dans les dernières années, c'est intéressant d'étudier campagne, je dirais, c'est-à-dire la campagne traditionnelle, encore traditionnelle, et la campagne des zones déforestées avec des cultures industrielles et tout ça. Serge, je voulais revenir avec toi sur le concept de métabolisme que tu as cité donc, comme un peu fondateur de la social écologie. Allemande, voilà, c'est ça. Marx et Liebig. Tel que je le comprends, c'est plutôt un équilibre entre les entrants et les sortants. Alors, en fait, la question que je voulais te poser, c'est dans quelle mesure est-ce que ça favorise une vision un peu holiste des communautés, parce que tu montres très bien comment elles sont assez équilibrées autour d'un chef de village qui distribue l'information, et en même temps, elles ont l'air d'être en changement démographique important. Il n'y a pas forcément de renouvellement des générations d'agriculteurs. Donc, comment tu maintiens cet équilibre ? Alors, ça, c'était la question, en fait, un des projets que j'aimerais bien avancer, Donc, je vais essayer, mais je présenterai plus à Hohenheim en fin de mois, En fait, ce qu'a fait la social-écologie allemande, maintenant, est beaucoup plus partie sur ce qu'on appelle l'appropriation humaine de la productivité primaire, la productivité biologique primaire, Donc, il faut, en fait, estimer quelle est cette appropriation qui peut être faite en termes de construction de routes, d'animaux domestiques, de transformation, d'exportation. Donc ça, il y a des données quantifiables. Alors, je l'ai testé, finalement. Il y a une relation qui existe déjà d'une part entre biodiversité, productivité primaire et diversité spécifique, ce qui est quand même assez intéressant. D'ailleurs, ça posait une question d'un point de vue purement théorie écologique, évolutive. Et puis après, on voit bien que quand il y a l'augmentation de cette appropriation, il y a une baisse de la biodiversité. Et puis quand on a une baisse de la biodiversité, on a bien une baisse d'un service écosystémique de régulation. Par contre, c'est vrai, c'est finalement ce que demande la social écologie, c'est finalement quelle est l'organisation sociale et quelle est l'organisation de la gouvernance. C'est-à-dire, il y a l'économie, mais il y a aussi l'organisation sociale.
Et là, j'ai encore bien du mal à bien comprendre, c'est-à-dire comment eux, en fait, ils l'ont fait quand même sur des modèles très européens, de voir comment ça peut s'appliquer à des modèles qui sont de sociétés qui sont pas d'un schéma classique européen, quoi. Donc ça, finalement, c'est ça. Une modernisation, finalement, un changement de gouvernance et qui va se faire très rapidement, quoi, finalement, en Asie. En Asie, quoi. Il y a tous les travaux de… Un exemple typique, c'est la démocratisation, quoi, et l'individualisme, la montée de l'individualisme. C'est ça, en fait. C'est finalement comment la montée de l'individualisme va finalement… c'est ça qui va, en fait, plus avoir un impact fort sur la communauté, quoi. Non, je pensais à tous les travaux de James Scott sur Ouais. les communautés étatiques et les communautés anarchiques en Asie du Ouais. Sud-Est, qui a récemment Oui, écrit sur les zoonoses en plus. ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'adore James Scott. Hein. C'est vraiment mon modèle. Bon, peut-être aussi parce que un peu d'origine, enfin le côté politique en même, quoi, sa vision politique des choses, quoi. Oui, alors c'est ça, et tout en étant, c'est intéressant parce que ça me dépose évidemment, c'est à expliquer, alors on quitte un peu le domaine, mais ce que c'est que l'anarchie, quoi. Et finalement, toujours cette tension finalement entre l'individualisme et le collectivisme, quoi. Mais le collectivisme, où finalement on peut gérer des choses ensemble, tout finalement en n'acceptant pas, c'est surtout ça, que ce soit géré par des personnes externes, quoi. Donc que ce soit imposé, quoi. Donc c'est ce modèle-là, est-ce que ce modèle-là finalement de Scott va réussir à tenir, quoi. Tu cherches à construire des questionnaires qui testent un peu ces hypothèses Non, pas encore, parce que ça, sociologiques, ouais. non, mais par contre, je serais intéressé par des personnes intéressées pour l'aborder, quoi. De façon claire, de façon bien, pas en amateur, quoi. Faire ça bien, quoi. Ouais. Patrick avait une autre question. Oui, alors moi je vais revenir sur un point que tu n'as pas développé, mais qui je sens que tu en avais envie. C'est l'histoire des chasseurs de virus, si tu veux, qui ont apparemment inventorié 500 000 génotypes quelque part. Ouais, Moi j'ai un peu enfin, la même sensibilité probablement que toi sur le fait que c'est bien, c'est intéressant parce que bon, on a une belle collection. Et finalement, ce qu'on voudrait, c'est comprendre comment ils émergent. Et donc, ça c'est suppose comment. du long terme, ça suppose l'observation Ah, locale, enfin pas que locale d'ailleurs, à plusieurs oui, oui, échelles. oui, oui, oui. Ouais. Et est-ce que ton système tel qu'il est mis en place dans sa complexité socio-économico-écologique, est-ce que tu penses que ça peut permettre d'avoir des équipes, ou en tout cas quelque chose qui pourrait ressembler à une veille descriptive? Voilà, bah, c'est un peu l'idée qu'on veut monter donc, avec les chauves-souris, quoi. C'est de regarder finalement pas que la recherche du coronavirus qui serait le plus proche du truc, quoi. C'est pas ma quête, quoi. Ça, c'est la quête de mes collègues, quoi. Mais finalement, de comprendre un peu mieux, parce qu'on a pas mal de débordements, on a pas mal de choses qui existent. Finalement, ces gens, comme je disais, un 10% au moins sérologie qui sont exposés par exemple à des rickettsiosis, quoi. Donc c'est pas négligeable, hein, sur une communauté, quoi. Et de regarder finalement alors c'est travailler comment, bah, c'est travailler déjà d'estimer un peu bien mieux le savoir écologique, hein, traditionnel, hein, notamment par rapport à la faune sauvage, quoi, de façon globale. C'est travailler avec des utilisations de caméras trappe, de soundscape, de microphones, et c'est de tester, voilà, un peu qu'est-ce qui se passe, des virémies, des rongeurs, des chauves-souris, de regarder ce que finalement, et des gens, quoi, est-ce que finalement, est-ce qu'on a on a des transmissions qui peuvent se faire, est-ce que finalement on a des gens qui sont exposés et finalement sans que ce soit bénin, sans que ça fasse grave. Est-ce que c'est courant ou est-ce que c'est pas courant, quoi? Est-ce que si en fait on fait ça au Laos, on répète ça, c'est-à-dire est-ce que finalement, ce que finalement on n'a pas fait, y compris pour le SARS-CoV-1, le premier, on ne sait toujours pas comment ça s'est passé. On n'a rien de décrit. On n'a pas d'écologie de la transmission qui a été faite, quoi. Donc c'est dramatique, quoi. Donc et là quand je vois mes collègues qui disent qu'on doit faire une surveillance de la faune sauvage, quand même, c'est ça qu'on a eu, quoi, là, tout un débat.
on arrête, on ne va pas surveiller des gens, on ne va pas cataloguer tous les virus qu'il y a un peu partout, les mettre en culture, développer de ça, ça va coûter un pognon fou, quoi. Et pour des choses, on est plutôt travailler sur la résilience de la santé, quoi, et la résilience écologique, quoi. Et on va pas surveiller tous les animaux de la faune sauvage. On va pas, alors même on a des choses pour faire des projets, pour faire des virus, des vaccins transmissibles, quoi. Finalement, comme des virus qui vont pouvoir immuniser les chauves-souris et se débarrasser des virus. Il y a des projets qui sont financés quand même, qui vont, ça devient le délire, quoi. Ça devient, on a une sorte de vision que la technique ou la biosécurité, quoi, va nous sauver, quoi. C'est complètement illusoire, quoi. Il y a une question de Margot dans le chat qui ne peut pas la poser parce que son environnement est en termes de soundscape probablement un peu trop brillant. Elle se demande, elle s'intéresse à la résilience collective aux épidémies et elle se demandait si vous aviez observé des mécanismes collectifs, pardon, j'ai du mal à descendre, des mécanismes collectifs de soutien social pour lutter contre les conséquences d'une épidémie. En quoi le collectif est efficace pour lutter contre une épidémie? Alors là, c'est un peu moins. C'est pas tellement ce que j'ai lu. Par contre, c'est pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pu observer, quoi. Alors ça a pu quand même, l'exemple au départ, quand il y a eu l'épidémie de sida en Thaïlande, a été plutôt dramatique pour les individus, quoi, qui ont été plutôt stigmatisés qu'autre chose. Il a fallu vraiment un gros travail finalement de la santé publique pour finalement déstigmatiser. Par exemple, on ne fait pas une annonce publique en quelqu'un de sida. C'est pas considéré comme, c'est pas comme la dengue, quoi. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des problèmes de stigmatisation toujours, quoi, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le deuxième point, c'est que quand même, il a fallu mettre quand même un minimum de protection sociale qui a été mis en place d'ailleurs par le gouvernement Thaksin d'avant, quoi, qui permettent un minimum, quoi, finalement, de support, quoi, finalement, de créer parce que quand on est malade, quand tu as un truc, c'est là qu'il n'y a que la famille. Il n'y a que la famille qui sera là, quoi. Donc on devient, et si la famille n'aide pas, eh ben, et si on n'a pas de famille, on est tout seul. Donc ça, c'est vrai que la communauté ne va pas prendre en main les personnes, va les tolérer, quoi, tout ça, mais voilà, c'est pas ça, quoi. Faut pas non plus, enfin, faut pas idéaliser, quoi. C'est un monde qui est aussi dur, quoi. Et quand on est malade, quand on a un cancer, par exemple, et qu'il faut payer parce qu'on a dépassé les frais, il n'y aura personne pour payer et on ne sera pas soigné, quoi. Merci, je ne vois pas d'autres questions. Elles vont venir. Est-ce que je peux en poser une interstitielle? J'ai été. Qu'est-ce que c'est qu'un virus un vaccin transmissible? Comment ça fonctionne? Comment c'est possible? Alors, j'ai juste recommencé à regarder un peu les papiers, quoi. C'est finalement, on va utiliser un virus qui va être un virus qui peut être complètement créé artificiellement, quoi, qui va pouvoir finalement se transmettre comme un virus, parce que c'est un virus, mais qui va créer une réaction immunitaire, c'est-à-dire qui est comme un virus atténué. C'était un peu comme un virus de la rage, qui est un virus atténué, quoi, qu'on va pouvoir faire finalement, mais on s'en sert pour faire un vaccin finalement, mais là on va finalement s'en servir toujours pour qu'il se transmette tout seul. Voilà, donc ça c'est les grands projets, quoi. Si tu regarderais Arte, dans Tu mourras moins bête de hier soir, il y avait le professeur Moustache qui décrivait ce qu'était ce virus-là, mais sur le mode justement humoristique. Parce que ce que dit Passerge, c'est que quelque part, les risques qu'il y a à diffuser un virus qui aurait cette propriété-là, avec des déterminants antigéniques utiles, mais bénins pour il peut muter aussi. Bien sûr. Et il n'y a aucun comité d'éthique qui Non. permettrait ce genre d'expérience. Ouais. C'est trop dangereux. Non, mais par contre, c'est fait partout. Enfin, faut pas. Par contre, c'est financier peut-être. Oui, c'est financé. Alors, c'est fait aux États-Unis, au moins dans les labos. Là, en Chine, de toute façon, tout se fait, quoi. Donc, on l'a bien vu quand ils avaient quand même fait. Ils avaient fait un CRISPR-Cas9 sur des embryons, quoi. Ils ont fait quand même des modifications génétiques, quoi. Donc, ça a pu se faire quand même. Donc, moi, quand j'ai été, c'est vrai qu'ils disaient qu'ils
faire tout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pas si coûteux que ça, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis comme il y a une course, comme de toute façon, donc ouais. Oui, je peux. Je te poserai une question personnelle, Serge. Tu nous annonces que tu vas peut-être rentrer un jour en France. Est-ce que tu auras envie, en France, dans le contexte français, de développer ce que tu développes en Thaïlande, qui serait fort utile? Oui, oui, moi, c'est des questions plus qui me sont déjà posées, quoi. Donc, c'est vrai, j'avais discuté pas mal, d'ailleurs, même avec le conseil général de l'Ardèche. Il y a des choses sur les approches system thinking, tu vois, un peu complexité, tout ça, qui intéressait vraiment ça. J'ai comme discuté, évidemment, c'est la même chose d'ailleurs avec la région de France, qui est avec l'ADEME, qui finance Île-de-France ou Hauts-de-France, Île-de-France, ouais, justement sur les approches. C'est une grosse formation qui est faite pour tous les cadres de l'Île-de-France, les différentes administrations sur system thinking, quoi, donc qui est relativement intéressante, quoi, justement, sur la complexité finalement, comment finalement travailler la complexité, quoi, et surtout quand on est décideur, quoi. C'est facile, et c'est vrai qu'il y a la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est vrai, oui, donc, surtout que là, j'apprends plein de choses, comme je disais, hein, en plaisanterie au départ, en aparté, quoi. Donc là, j'étais à l'école du CIRAD, hein, sur le développement. Donc moi, je suis un CNRS, je ne fais pas du développement. Donc j'ai appris ce que c'était le développement avec le CIRAD, quoi. Tant que de rentrer en France parce que je pense que c'est un pays qui a peut-être besoin de sortir de son sous-développement. Que je vois en ça, ouais. Tu peux le dire, hein, c'est quelque chose qu'on écrivait, c'est-à-dire qu'on a moins de capacité à réagir qu'à Kinshasa, hein, face à l'épidémie. Ouais. Bon. Ouais. À un certain niveau, en tout cas. Et voilà, et par contre, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes parce que ça, j'ai découvert parce qu'en plus, j'ai été contacté pas mal, travaillé pas mal avec la Confédération paysanne, et le MODEF sur les problèmes d'épidémie de grippe aviaire, quoi, qui était débutante. Alors, j'ai un peu engagé j'étais prêt à leur faire ça, une cartographie participative. Donc, ça a l'air d'être un peu compliqué d'avoir les données, quoi. Bon, c'est pas grave, quoi. Mais ça veut dire que finalement, il y a plein d'endroits, qu'il y a plein de choses qui se passent, quoi. Donc, c'est finalement, c'est ce que je découvre en Thaïlande, quoi, en Asie. Finalement, il y a la même chose qui est différente, mais il y a plein de choses qui se passent sous nos yeux en France, quoi. Donc ça, c'est passionnant. Ouais. Ouais. C'est quand je serai, voilà, j'ai encore quelques petites choses à venir encore en Asie, quoi. Mais voilà, ouais. C'est prévu, ouais. Il y a une question de Thierry à suivre. Oui, bonjour, j'ai écouté votre exposé que je trouvais intéressant. Bon, moi je suis sociologue, donc je m'intéresse plus à la partie sociologique, même si c'est pas forcément votre domaine. En tout cas, vous en avez parlé beaucoup. Et il y a un slide qui m'a interpellé, c'est où on voit 3 axes dans votre recherche. Donc si je me souviens bien, parce que je l'ai pas copié, c'est bon, bah, évidemment l'axe des recherches sur le terrain lié à la biologie et à l'environnement, un axe sur la mission sociale, puis un troisième axe sur les systèmes de croyances liés aux divinités locales ou autres. Et ça m'intéresserait si vous pourriez nous parler d'un cas concret que vous avez pu voir et comment vous avez pris ça en compte. Donc la question s'adresse à vous, mais j'ai vu qu'il y avait aussi votre collègue Frédéric Keck qui a l'air d'être bien au point sur la question, qui peut-être pourrait dire des choses dessus. Ouais. Alors, en fait, c'était un peu pour comprendre à un moment donné, comme disait hein, au tout départ, hein, pour expliquer pourquoi je me suis intéressé aux humains. Je ne m'intéressais pas du tout. Moi, c'était vraiment les rats, quoi, les rongeurs, la biodive. Et puis, finalement, c'est de passer en mission de Luang Prabang au Laos, à Nan, justement, à Tawangpa, les Pua. C'est à 150 km à vol d'oiseau, mais les paysages sont différents, quoi. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne mes paysages, parce que quand je comprenne les habitats de mes rongeurs, quoi. Et ces paysages, c'est pas que l'environnement qui les explique, parce qu'on est même latitude, même latitude, enfin, et c'est complètement différent. Donc, il va falloir quand même que je m'intéresse aux gens si je veux comprendre finalement l'exploitation de mes paysages par mes rongeurs, quoi. Et petit à petit, ça a démarré comme ça. Mais sur ça, et de comprendre aussi le système de santé, c'est-à-dire dès que finalement il y a eu des questions de dire, finalement, on regarde ce qui se passe sur les rongeurs, mais qu'est-ce qu'on met le lien? Il faut qu'on mette ça en lien
avec la santé. Ça, c'est la question même, parce que finalement, discuter là où on avait trouvé, par exemple, c'était à la lepto, hein, je me rappelle, sur les rongeurs infectés, quoi, et puis discuter finalement j'étais avec une science sociale, taille, et puis avec aussi des directeurs d'hôpitaux, quoi, qui me disaient, ben, finalement, les gens ne s'infectent pas là où on pense, quoi. Donc il faut qu'il y ait un peu de runoff. Les paysans nous disaient, quand on leur posait des questions, ils connaissaient parfaitement le cycle et tout, mais ils disaient, mais c'est pas les rongeurs, quoi. Ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et c'est ça que j'ai testé. Donc en fait, et ils avaient raison. Les rongeurs et les humains, ça n'infecte pas sur la lepto dans les mêmes endroits, quoi. Donc ça a été vraiment le gros déclic, quoi, pour dire finalement, écoutons un peu plus les gens qui font de la santé et les gens qui sont infectés, quoi. Donc, on va regarder un peu, quoi. Et il y a une première question qui se passait, finalement, c'est comment ça marche un système de santé, comment les gens, en fait, font dans un village. Et là, c'est qu'on a découvert qu'il y a j'ai découvert, pour moi, c'est connu par des gens qui faisaient l'anthropologie, finalement, quand on est malade, il y a 3 personnes qu'on voit, quoi, qu'on peut voir, hein, qu'on voit généralement toujours, comme d'ailleurs quand on a interviewé les gens qui vont voir, toujours trop tard, que c'est pareil, on va toujours voir trop tard. Il y a le premier truc, c'est que finalement, si on est malade, c'est que certainement qu'on a fait peut-être quelque chose, un problème avec les esprits, quoi, donc, avec les pics, quoi. Donc ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui a heurté finalement des esprits, quoi, dans un certain endroit. Donc il faut refaire une cérémonie finalement un peu expiatoire vers les esprits, des offrandes, des choses comme ça. Donc on a quelqu'un qui sait parler aux esprits, qui va faire ça. Donc il y a ça. Mais on ne fait pas que ça, on va regarder aussi les gens qui connaissent les plantes, qui connaissent les médecines traditionnelles, quoi, puis on va regarder avec, quoi, et puis qui vont faire ça, quoi. Et puis on a la médecine occidentale, quoi, donc avec le dispensaire et l'hôpital. Et les gens, il n'y a pas de souci, ils prennent les trois. Mais comme quand on va voir le dispensaire, la personne qui parle au PI ou la personne qui fait des trucs, ils disent, mais de toute façon, ils viennent toujours nous voir trop tard. Donc ça c'est très rigolo, quoi. C'est que finalement, ça aussi, c'est intéressant de voir finalement la personne qui sait finalement parler à la maladie directement avec des médicaments, indirectement par l'épi, indirectement avec des plantes, quoi. Ils ont la même vision finalement par rapport à la personne qui est en maladie, quoi. Ça, je trouvais ça relativement intéressant. Tout ça tourne avec un problème, c'est que tout ça se perd parce que quand on discute, plus personne ne veut apprendre à parler aux esprits, quoi. Donc les personnes vieillissent de plus en plus, il n'y a plus de jeunes à reprendre, il n'y a plus de jeunes à reprendre la santé par les plantes, quoi, donc par tous ces trucs-là. Donc les jeunes les connaissent plus, quoi. Donc ça, c'est aussi un peu dramatique, quoi. Il y a vraiment une perte des savoirs religieux, enfin, je dirais, de savoir parler aux esprits et des savoirs traditionnels écologiques et pharmaceutiques, quoi. Au profit uniquement, finalement, il n'y aura plus que la médecine occidentale, quoi. Sur la question des croyances, Serge, je remarquais que dans les protocoles, il y avait éthique animale. Et est-ce qu'il y a un infléchissement de ces préoccupations par le bouddhisme, parce que c'est quand même dominant donc, dans la région, et donc sur la conception de la souffrance animale, tu vois Oui, des effets? alors, pas en élevage vraiment, mais par contre, oui, en expérimentation, tout à fait. Par exemple, dans les labos, on a chaque année, quand on a des animaux d'élevage, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des poissons, des rongeurs, pour les expériences, pour les trucs dans le laboratoire, chaque année, donc, il y a une cérémonie bouddhiste pour venir pour ça, pour ces animaux de laboratoire, quoi. Donc, finalement, en fait, même pour moi, puisque bon, j'ai tué quand même beaucoup de rongeurs, quoi, mais finalement, alors il faut que je fasse quand même c'est bien si j'en relâche, c'est bien si je fais un peu je veux dire que j'essaie de gagner quand même quelques marées, que je compense enfin, ça marche pas compenser. Tu seras réincarné en clopo. Tu seras réincarné en non, clopo. c'est en rat. Non, c'est en rat. Je serai un rat. Après, il faut que je choisisse un rat de labo, un rat sauvage. Un rat, c'est trop beau. Et voilà. Oui, mais rat de labo, rat de sauvage. Hein, donc, c'est un peu le choix qui va être un peu difficile à faire, quoi. Mais, et ouais, donc, il y a ça, quoi. Alors, par contre, oui, c'est-à-dire que finalement, par contre, le fait que je peux tuer des animaux, mais ça va servir pour la santé humaine, ça, c'est admissible complètement. Voilà, Et ça, tu dois lâcher de temps en temps des rats de laboratoire et les remettre à l'état sauvage.
Non, pas des rats de laboratoire, mais par contre, c'est bien. Moi, j'ai vu quand même des fois, comme tu vois, on a trop, par exemple, des fois, on a le protocole, ben voilà, c'est pas la peine d'en avoir plus, ça sert à rien de toute façon, quoi. Donc, il y avait tant d'animaux, donc on relâchait des animaux, quoi. Et ça, je me rappelle, quoi. Surtout, c'était au Laos, quoi. Bon, donc, le gars qui était avec nous, qui travaillait avec nous, qui nous aidait, quoi. Là, il m'a forcé finalement à relâcher par moi-même les animaux, quoi. Pas demander aux autres, mais le faire par moi-même, quoi. Donc, Leur système de croyance, donc c'est quoi? C'est bouddhiste et animiste? C'est ça leur système de oui, croyance? c'est ça mélange, oui, tout à fait. En fait, c'est hindouiste et il y a trois. C'est hindouiste, il y a très fort des choses hindouistes, bouddhistes et puis avec mais un bouddhisme et que complètement ancré avec une forme d'animisme, si on peut dire. Mais c'est des esprits, quoi. Donc, enfin, ils sont un peu partout, quoi. Il faut avoir ça. On construit une maison, bah, il faut faire ça. Une voiture, ça peut très bien aussi de faire aussi pareil, quoi. Donc, parce qu'il peut y avoir un esprit dans une voiture, quoi. Donc, tous les taxis ont ça, quoi. Donc, ouais, ça fait Ceci partie dit, des choses. il n'y a pas qu'un bouddhisme. Je sais que sur le plateau Oui, tibétain, la relation à l'animal est ouais. quand même très différente, hein, beaucoup Ah, plus. ah oui, les Theravada, enfin, là, c'est un bouddhiste Theravada. Ouais, il n'y a pas de souci pour manger, il n'y a pas de souci pour tuer Oui, ça, des j'ai vu des animaux. courses à la Ouais, gazelle, voilà. c'était quelque chose. Ouais, Mm. ouais. Et puis, bon, par contre, et la souffrance animale dans l'abattoir ou dans l'élevage, ils n'en ont pas du tout conscience, quoi. Ça, c'est quelque chose, moi, je parle des gens, je voyais des animaux, des cochons qui étaient vraiment le transport qui était absolument hallucinant. Enfin, en France, c'est inimaginable, quoi. Le camion ne fait pas 10 mètres sur la route, quoi. Et là, finalement, je dis, mais voilà, et je montre ça à mes étudiants qui sont pourtant 10, qui sont 2. Et sur le coup, ils n'y avaient jamais pensé. Pour eux, ça ne les choquait pas, quoi. Mm. Mm. J'avais une petite question sur les conclusions, enfin, ou sur la dimension sociale de la socio-écologie, puisque vous avez fini sur la question de savoir qu'est-ce qu'était un bon paysage, bon Mm. pour la biodiversité et bon pour les gens. Et on pourrait se dire qu'est-ce qu'une bonne société dans ce cadre? Alors, est-ce qu'on peut le dire que de manière négative, à savoir, ça serait une société qui minimise les empreintes négatives qu'elle a sur un environnement, ou bien est-ce qu'on pourrait commencer à dire des choses positives? Je ne sais pas, même des petites choses. Le fait même que, par exemple, vous vous trouviez dans une société qui entreprend de faire toutes les études Mm. écologiques qu'elle fait avec la boucle que vous avez Mm. décrite et l'enchâssement dans les politiques publiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer demander à des sociologues de caractériser Ah, ce serait ce qui super. fait que des sociétés gagnent en réactivité, Mm. en intelligence sur leur inscription dans Mm. l'environnement? Tout à fait. Enfin, ça, c'est vraiment là, une très bonne question enfin, que je me pose, que j'aimerais bien avoir plus de sociologues d'ailleurs à travailler, nous observer d'ailleurs, hein. Donc, à la rigueur de regarder ce qu'on fait, ce qui se passe, que finalement, pourquoi finalement il y a un Farang qui est là, quoi, et puis qu'est-ce qu'il fait avec tous ces autres tailles, chercheurs et non-tailles d'ailleurs, hein, puisqu'il y a plein de gens qui viennent d'un peu partout, qui sont là, quoi. Pas beaucoup de Français d'ailleurs, hein, et puis tout ça, puis tout le monde bosse ensemble, on fait des trucs ensemble, quoi. Ça, j'aimerais bien finalement qu'il y ait un peu comme une réincarnation d'un Bruno Latour qui viendrait, qui regarderait un peu tout ça, qui analyserait un peu tout ça. Et oui, ça pose la question, et ce qui me met en porte-à-faux finalement avec les stratégies de développement, sur ce que c'est le développement, ce que c'est quoi, sur voilà, ça me pose vraiment des questions, parce que je suis plutôt finalement peu, alors, mais sachant que finalement, moi, je n'ai pas une vision de changer les choses là-bas, quoi. Je suis pas là, je suis un observateur, je suis un invité, quoi. Mais par contre, je sais bien que finalement, il y a des choses qui se passent, que je fais des liens qui n'existeraient pas, quoi, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est il y a un impact, quoi. Petit, mais qui a un impact, quoi. Donc, ça, c'est vraiment des questions. Mais par contre, justement, l'autre question qu'on voulait se poser, c'est vrai que les scénarios du futur, c'est plutôt ça qui est intéressant. C'est finalement, scénario thinking, c'est finalement travailler, si on avait fait un peu des petites manips là-dessus, c'est travailler de se dire finalement quel avenir pour chacun des groupes, hein, finalement quel avenir on veut, quel avenir on ne veut pas. Et puis ça, c'est vu par des administrations, c'est vu par différents départements, c'est vu par des communautés qui peuvent être différentes, c'est vu par des scientifiques, quoi. Et ces échanges de scénario thinking sont relativement intéressants, quoi. Finalement, c'est des espaces aussi de discussion démocratique, c'est des espaces où des gens commencent
commencent à penser. Et ce qu'on l'a vu avec la méthode CAP, par exemple, quoi, où les gens se posent sans arrêt des questions sur ce que vont faire nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire, comment faire le truc. C'est aussi pareil, on regarde toujours les sociétés paysannes comme étant très court-termistes. Réagir, oui, elles doivent être, c'est leur seule façon de pouvoir, une façon de leur résilience, c'est le court-termisme aussi, hein, pouvoir réagir très rapidement. Mais aussi, il y a quand même une sorte de mémoire et d'apprentissage qui se fait, quoi, qui mériterait certainement d'être plus décortiqué, quoi. Y compris d'ailleurs par les collectailles. Alors, curieusement, les collectailles s'intéressent moins à ça. C'est-à-dire, alors, heureusement, j'ai des gens qui sont plutôt de la sociologie rurale, l'économie rurale, quoi. Mais l'anthropologie taille s'intéresse aux minorités, sont très fortement intéressés aussi par les aspects déconstruction, enfin tout le postmoderne et tout ça, ils sont vraiment complètement dedans, quoi. Et finalement, une anthropologie de terrain taille est pas si forte que ça, quoi. Pas si forte que ça. À part pour les aspects minorités, évidemment, quoi, notamment à Chiang Mai, quoi, où c'était vraiment très, très fort, quoi. Très, très important. On n'a pas d'autres questions, il nous reste 1 ou 2 minutes. Alors, il y a un débat qui a lieu dans le chat à propos des avions. Ouais. Si ça vous inspire quelque chose, n'hésitez pas à reprendre dessus. Sur les J'avais avions, une... ouais. Frédéric avait une dernière question. Non, je voulais demander à Serge de préciser un peu sa critique de la biosécurité et des recherches de virome, parce que finalement, ce que tu nous proposes, c'est une approche écologique qui intègre toutes les espèces, alors que la biosécurité se focalise sur une espèce cible qui est décrite comme un réservoir de pathogènes. Mais la question d'Arnaud t'encourageait plutôt à décrire une communauté justement réactive qui peut percevoir plusieurs signes de maladies dans des changements environnementaux qui sont pas seulement microbiens, mais aussi pesticides, les sons, etc. Donc, tu décris une communauté écologique assez, pleine de signes, quoi. J'avais pas vu ça. Oui, tout à fait. C'est bien. Encore une fois, c'est ça qui est super avec les sciences sociales, quoi. C'est d'arriver à mettre des mots sur des perceptions qu'on peut avoir. Oui, et surtout, en fait, finalement, il y a des liens sans arrêt. Là, on va lancer un nouveau projet grâce à mon collègue de l'IHU, donc de chez de Marseille, quoi. Donc je bosse aussi avec le groupe de Raoult. Oui, donc, mais plutôt avec un de ses collègues, Rollin, quoi. Et donc là, sur les antibiotiques, et sur l'antibiorésistance. Et là, un projet qui va être sur pesticides et antibiorésistance, quoi. Et donc ça, finalement, on voit encore on relie encore des choses, et par le microbiome, quoi, par le microbiote et par les échanges de gènes, quoi. Donc oui, je crois que ce serait un peu ça, mais ça vaudrait le coup que je rediscute, que je réfléchisse un peu, que tu fasses lire des choses, Frédéric. C'est-à-dire finalement, comment, et ça fait écho à ce qu'on parlait du bouquin de Sellos, quoi, sur c'est plus que des phénotypes étendus, quoi. C'est des interactions étendues, quoi, ou je sais pas quoi, qui finalement sont vraiment intéressantes. C'est exactement la position de Sellos, hein, qui dit que finalement on est écologique quand on s'intéresse aux relations, et pointer les relations devient plus importante que de faire une liste d'espèces, quelque part. Complètement. C'est peut-être, ils sont trop verts pour des goujats, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, quand on a des centaines de milliers de candidats potentiels à une émergence, d'en faire quelque chose. Il faut forcément les mettre dans un contexte qui explique une émergence possible. Mais bon, et donc on repart sur une approche écologique. Oui. Socio-écologique. Oui. Non, mais ça mérite vraiment une bonne réflexion, très bonne réflexion. Je reprendrai ça, quoi, sur cette réflexion. C'est bien, c'est bien. Il est peut-être temps que nous remercions Serge pour cette 1h30 passée avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Surtout qu'il est très tard en Thaïlande. Il est très tard en Thaïlande. C'est ça. Là, il est 11h30, ouais. Ça serait raisonnable qu'on le libère.
Patrick, qu'est-ce qu'on peut te laisser le mot de la fin et éventuellement annoncer notre prochaine séance? Oui, mais sauf que j'ai oublié de regarder sur quelle était la prochaine séance. Tu l'as en tête? Oui, c'est Michel Magny, Ah bah oui, alors ok. le 11 mai. Déjà? Ah, on est déjà vers le 11 mai. Oh là là. Je le voyais encore avec une séance intermédiaire. Ok. Ah oui, alors je peux l'annoncer. Donc, du coup, là, effectivement, ce qu'on aura la prochaine fois, c'est le regard d'un spécialiste de l'Anthropocène, Michel Magny, qui a écrit un livre tout à fait fascinant aussi sur les racines de l'Anthropocène et qui pointe une crise écologique et une crise de l'homme en même temps. Donc, on va quitter un petit peu les aspects strictement viraux et pandémiques pour regarder un contexte beaucoup plus large, déjà le temps long qui nous amène à moins 12 000, moins 15 000, moins 20 000 ans, et pour voir ce qui s'est passé jusque-là et qui peut finalement expliquer ce que Serge nous a, le flash que Serge nous a donné sur de l'actuel. Donc, ça peut être aussi tout à fait passionnant. Ouais. Donc voilà, ça sera donc le 11 mai, effectivement, le mardi. Et puis effectivement, je remercie chaleureusement Serge pour son intervention très éclairante qui montre qu'on a encore bien des choses à faire, hein, effectivement, mais qu'elles sont très excitantes. Arnaud, si tu peux couper, on peut reprendre le